soir. Donc merci pour l'invitation. Donc je vais dire quelques mots d'abord sur le titre de cette conférence. En fait, cette conférence, je l'ai déjà faite à plusieurs endroits. C'est un peu la suite de l'édition d'un livre chez Belin. J'aurais pu venir avec un exemplaire, d'ailleurs, pour ceux que ça intéressait, désolé, qui s'appelle L'acoustique des instruments de musique, qui est un livre de niveau Master 2 et recherche, donc vous ne verrez donc pas d'aperçu ce soir, parce qu'on m'a bien demandé d'être grand public aujourd'hui, donc je vais m'y efforcer. Par contre, le parti pris de ce livre, c'était d'essayer de présenter les phénomènes physiques qui sont présents dans le fonctionnement des instruments de musique de façon unifiée. Si vous voulez, ce n'est pas un livre avec un chapitre sur la guitare, un chapitre sur le piano, un chapitre sur la flûte, etc. Voilà. Donc, de ce fait, on nous a demandé de présenter ce livre quelques fois, et donc cette conférence en résulte. Voilà. Alors, il faut que je précise avec qui, donc, d'abord ce livre, le co-auteur, c'est Antoine Chaigne, qui est le deuxième nom ici, et qui est professeur à l'ENSTA, Paris Tech. Et tous les autres noms, c'est les gens avec qui on collabore régulièrement. Et donc il y en a à Marseille, bien sûr, il y en a à Paris, à l'IRCAM et à l'Université Paris 6, il y en a au Mans, et je crois que oui, dans ceux qui sont cités là, c'est tout. Voilà. Donc je vais essayer donc de présenter les instruments de musique donc de façon justement un peu unitaire, je vais dire, mais je vais quand même donner des détails sur ce qui les différencie, évidemment. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous expliquer qu'une guitare, c'est la même chose qu'une flûte, bien entendu. Ce que je peux dire tout de suite, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'instruments de musique, mais on verra qu'ils ont quand même des choses en commun. C'est les instruments qui fonctionnent en oscillation libre, c'est-à-dire, la table ici n'est pas un instrument, mais je peux faire un son avec. Et donc ça, c'est une oscillation libre. Après l'excitation initiale, le son que l'on entend, qui s'éteint très vite d'ailleurs, est lié à la vibration de la table, et ce son ne dépend que de la table. Et donc c'est aussi bien sûr le cas d'une guitare, d'un piano, d'un violon quand on joue pizzicato. Et par contre, il y a d'autres types d'instruments qui sont les instruments à vent et les violons, les violoncelles, etc., qui eux jouent en auto-oscillation. On verra ça. Donc c'est des instruments qui, les sons sont entretenus et la source d'énergie est une source qui est continue, qui est transformée par un mécanisme dont nous parlerons en son. Voilà. Donc, alors le violon, donc, il y a un point commun entre les deux types de fonctionnement, c'est évident, puisque par exemple le violon peut jouer des deux façons. Voilà. Alors, je vais commencer par un schéma général des instruments de musique, et je vais beaucoup parler de modes propres, et de modes propres en particulier, qui interviennent dans les deux types de fonctionnement, donc, qui sont les oscillations libres et les auto-oscillations. Et à la fin, je parlerai du rayonnement. Alors, une des choses qui est assez commune aux différents instruments, c'est qu'ils ont un très mauvais rendement. Ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie en jeu et on récupère quelques pourcents sous forme du son que nous entendons. Ce n'est pas vrai seulement des instruments de musique, c'est vrai aussi des haut-parleurs que vous utilisez tous les jours. La raison première, c'est pas très compliqué, c'est qu'on cherche avec des objets qui ont les dimensions qui sont proches de nous, on va dire, proches d'un être humain, on cherche à émettre des fréquences assez graves à laquelle l'oreille est sensible, et donc le rendement est mauvais. Le rendement serait bien meilleur si on cherchait à faire des sons 100 fois plus aigus, par exemple, en général. Alors ça c'est une chose importante. Le fait que le rayonnement donc, soit faible, c'est une chose importante. Ça veut dire qu'on peut faire des modèles, d'abord, en oubliant que le son est rayonné, en considérant que c'est une conséquence sans importance. Elle est capitale, cette conséquence, évidemment. Mais, disons, pour le fonctionnement, on peut l'oublier, dans un premier temps, en tout cas. Voilà. Et puis, donc, j'essaierai de conclure. Alors, justement, le schéma général, donc, les trois rectangles qui sont à droite, c'est l'instrument, et celui qui est à gauche, c'est l'instrumentiste. Donc l'instrument, alors il y a beaucoup de flèches. On va d'abord distinguer les trois carrés pour l'instrument lui-même. Il y a donc l'excitateur,
Alors l'excitateur, ça peut être le doigt du guitariste, ça peut être la pression du souffle du clarinettiste, ça peut être l'archet sur un violon, ce qu'on voudra. Ensuite, il y a le résonateur. Alors le résonateur, c'est par exemple une corde, c'est par exemple une membrane, c'est par exemple un tuyau pour un instrument à vent. Et ce résonateur peut rayonner directement, c'est le cas des instruments à vent, s'il n'oublie pas de rayonner, puisque j'ai dit que ce n'était pas important. Hein, d'accord ? Et par contre, pour les instruments à cordes et à percussion en général, on doit leur adjoindre une surface ou un volume qui va permettre de rayonner davantage de son. Et donc, c'est la caisse de la guitare, c'est la table d'harmonie du piano, par exemple. D'accord ? Si vous mettez une corde sur une table rigide comme celle-ci, ou quasiment rigide comme celle-ci, vous fixez rigidement aux deux extrémités. Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'entend rien. Donc là, le fait que ça ne rayonne pas, vous voyez, est exagéré. Donc pour que ça rayonne quand même un peu, il faut pouvoir mettre en branle soit une table d'harmonie, soit une caisse de résonance. Okay ? Et ça ne rayonne rien du tout, parce que justement, l'interface avec l'air est beaucoup trop faible. Et donc, effectivement, mais c'est spectaculaire de faire l'expérience, on n'entend rien. Voilà. Alors, j'attaque donc la question des modes et des fréquences propres. N'importe quel objet a des fréquences propres. C'est des fréquences qui sont privilégiées et qu'on peut exciter de différentes façons. Cette table, tout à l'heure, j'ai tapé dessus, elle a ses fréquences propres. Alors, on n'a pas du tout l'impression d'un son musical parce que ces fréquences propres ne sont pas dans un rapport simple. Et donc, comme pour certains instruments à percussion, on n'a pas une impression de hauteur déterminée. Je reviendrai là-dessus. Mais elle a bien ses fréquences propres. Cette petite flûte qui est ici, je viens toujours avec un instrument assez léger. Donc, le corps, ce qui fait le son, c'est l'air à l'intérieur, hein, ce n'est pas les parois. Et donc, l'air à l'intérieur, on appelle ça la colonne d'air, a ses fréquences propres aussi. Et lié aux fréquences propres, on a ce qu'on appelle les modes, c'est-à-dire que pour une fréquence donnée, là je vais prendre le... Voilà, c'est ça. Pour une fréquence donnée, je prends par exemple celle qui correspond à cette forme ici, on a une forme modale qui est la forme que la corde va avoir quand on l'excite à cette fréquence-là seule. D'accord ? On appelle ça un mode propre. C'est la forme modale propre. Propre, donc, vous avez compris, c'est parce que c'est vraiment le corps sonore qui vous l'impose. D'accord ? Alors, de ce point de vue-là, c'est la première chose sur laquelle je voudrais insister, puis si vous n'aviez retenu que ça serait très bien, c'est que les fréquences propres d'un corps sonore, quel qu'il soit, n'ont aucune raison d'être dans un rapport harmonique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 ou 1, 3, 5, n'ont aucune raison. On choisit peut-être, dans certains cas, des corps sonores soit membrane, soit corde, soit tuyau, avec les colonnes d'air, telles qu'on n'en soit pas très loin, mais physiquement, elles n'ont aucune raison de l'être. Et on verra par contre que les instruments auto-oscillants, les instruments donc, dont le son est entretenu, produisent des sons dont les composantes sont parfaitement harmoniques. Donc il faut bien distinguer ce qui est propre à l'instrument et les sons qu'on peut en tirer. On va voir par contre que pour les oscillations libres, les choses sont très simples, puisqu'on va voir que le son, il est fabriqué justement par ses fréquences propres et ses modes propres. Alors, je continue. Voilà pour une table d'harmonie de guitare. Alors, ce qu'on représente, vous savez, ça peut se faire par exemple avec de la poudre qu'on met sur la guitare, et on voit apparaître ce qu'on appelle les figures nodales que vous voyez ici. Donc, c'est les endroits où l'air ne bouge pas. Pardon, pas l'air, excusez-moi. La table ne bouge pas, et de part et d'autre, là par exemple, la table va venir vers moi puis reculer, et à l'inverse ici, pendant que celle-là vient vers moi, l'autre va s'éloigner de moi puis revenir. Donc elle vibre, d'accord ? On va en voir des exemples. Voilà par exemple donc les modes propres d'une table de guitare. Alors vous voyez défiler les formes modales. Donc on a vu les formes modales d'une corde, qui est un système à une dimension. Là, on est à 2 dimensions, et vous voyez défiler donc les fréquences avec les formes modales qui sont juste au-dessus. Donc on a en bleu, par exemple,
on a en bleu ce qui va vers l'arrière, en rouge ce qui va vers l'avant, par exemple. Hein? Et alors, plus on monte en fréquence, plus la forme modale est compliquée. C'était déjà vrai pour la corde. Alors, par quoi sont définis donc les modes propres et les fréquences propres? Ils sont définis par la géométrie, c'est-à-dire que si la caisse de guitare, je la rendais carrée, je n'aurais pas les mêmes formes modales. Ils sont définis par le matériau. Je n'aurais pas la même chose si c'est du bois ou matériau composite, par exemple. Les modes n'ont pas d'amplitude, parce qu'ils n'ont pas d'amplitude. Ils peuvent avoir n'importe quelle amplitude, si vous préférez, mais on ne leur attribue pas d'amplitude. Et pour nous, du point de vue musical, ce qui est important, c'est qu'ils ont 3 attributs essentiels, qui est la forme, on l'a vu, donc c'est dans l'espace. Ils ont la fréquence et l'amortissement. Alors ça, je n'en ai pas parlé, mais musicalement, c'est extrêmement important, l'amortissement, parce que c'est la durée du son, pour un piano, pour une guitare. Donc vous avez entendu là un son qui s'éteint tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'amortissement. Ça se fait comment, l'amortissement? Il y a différentes causes. Il y a d'abord... On pourrait imaginer que c'est dû au rayonnement, justement, parce qu'il y a quand même un peu de son qui est rayonné, donc il y a de l'énergie qui est produite sous forme de son. Le son, il s'en va au bout de la salle, il va se réfléchir sur les parois, puis au bout d'un moment, il va s'éteindre tout seul, parce qu'il y a de la dissipation dans l'air, forcément. Il y a des... Si vous voulez, je vais dire les choses de façon extrêmement simple, quand vous avez des molécules d'air qui sont les unes à côté des autres et qui n'ont pas exactement la même vitesse, ça fait des frottements, donc ça fait de la dissipation sous forme de chaleur. Ça, c'est la viscosité de l'air qui fait ça, d'accord ? Mais cette cause d'amortissement est importante dans les instruments à vent, mais n'est pas importante pour un instrument à cordes ou à percussion. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il y a un amortissement interne à la caisse, par exemple, ou à la corde, qui peut avoir différentes causes. Et donc, mais comme tout système physique que vous vous écartez de sa position d'équilibre, vous prenez une balançoire, elle finit toujours par s'arrêter si vous ne continuez pas à l'exciter, d'accord ? Donc là, c'est la même chose. Alors, ça met plus ou moins longtemps, et ce plus ou moins longtemps est très important du point de vue musical. Une autre chose importante dans le son, ça va donc être, j'en ai déjà un peu parlé, l'inharmonicité ou l'harmonicité des fréquences propres. En général, donc, comme je le disais, elles n'ont aucune raison d'être harmoniques. On va revenir sur ce sujet. Donc, les instruments qui fonctionnent en oscillation libre sont excités de façon en général très brève. Le marteau du piano, il vient taper sur la corde, de façon, il n'y reste pas longtemps. Le doigt du guitariste, il ne reste pas non plus longtemps en contact avec la corde. Et l'essentiel du son, après cette attaque, l'essentiel du son est donc composé par les fréquences propres, avec une certaine amplitude relative qui dépend de l'excitation et du point où on les a attaqués. Puisque, par exemple, la guitare... Pardon, je vais dans le mauvais sens. Si je prends la guitare ici, donc pour une corde qui, normalement, donne... en particulier la fréquence qui correspond à ça, si la corde était attachée à cet endroit-là, on n'entendrait pas de son parce que pour cette fréquence-là, les points qui sont ici ne peuvent pas bouger. D'accord ? Donc ça dépend, le son lui-même va dépendre de l'endroit où on attaque. Alors c'est particulièrement vrai sur... je vais y venir, non, il faut mieux que je fasse les choses dans l'ordre. C'est particulièrement vrai, par exemple, sur les timbales. Les timbales, les gens qui jouent des timbales savent très bien que s'ils tapent sur la timbale à différents endroits de la membrane, le son n'est pas le même. D'accord ? Alors, les oscillations libres, il y a 2 cas possibles. Le cas parfaitement linéaire. Alors, le son est simplement une superposition des fréquences propres. On va en voir un exemple tout à l'heure avec la guitare, et on l'entendra. Donc, ces fréquences propres ne sont pas forcément harmoniques, je répète. Et l'amplitude des modes propres dépend de la position d'excitation. C'est ce que je venais de dire, et également de la façon dont on excite. Et puis le cas non linéaire, alors qu'est-ce que veut dire linéaire, non linéaire? C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Linéaire, ça veut dire qu'un fonctionnement linéaire, c'est un fonctionnement qui, quand vous multipliez la cause par 2, vous multipliez le résultat par 2. Donc ça veut dire que vous aurez exactement le même, si vous multipliez la cause par 2, vous tapez 2 fois plus fort sur la corde, vous aurez exactement le même son, mais l'amplitude multipliée par 2, mais il aura le même timbre, il aura la même forme, etc. D'accord? Ça, c'est le cas linéaire. Et par contre, certains instruments, en oscillation libre, fonctionnent de façon non linéaire, et à ce moment-là, le son n'est plus une simple superposition de modes,
les modes vont se combiner de façon que nous verrons. Alors, pour montrer sur un instrument à cordes, j'ai dit il y avait la corde et puis la table d'harmonie. En fait, donc sur un piano, il y a énormément de constituants, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Donc il y a la table d'harmonie, elle est là. Les marteaux qui vont attaquer les cordes, ils sont là. Les chevalets sur lesquels on vient attaquer les cordes, c'est très important. Il est donc sur la table d'harmonie ici, on vient attacher les cordes sur la table d'harmonie, etc. Et puis, il y a des cavités, il peut y avoir aussi des ouvertures. C'est le cas, par exemple, de la guitare. Vous avez, tout le monde a vu une guitare, je peux la remontrer. Il y a un gros trou au milieu. Et ça, c'est parce qu'on utilise quand même le couplage avec l'air qui est à l'intérieur. Le couplage avec l'air extérieur est très faible. Je l'ai dit, il existe et il est important, puisque c'est le rayonnement. Mais il y a aussi un couplage avec l'air intérieur qui a son importance aux basses fréquences. Alors, justement, donc, on va voir déjà un premier exemple de son. Et au-dessus, on regardera l'analyse. Bon, c'est un son de guitare. Et ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un spectrogramme. Le temps en abscisse, la fréquence en ordonnée. Vous voyez que les différentes composantes du son s'atténuent de façon très différente. Les aigus s'atténuent vite et les graves durent longtemps. D'accord ? Donc ça, c'est... Je vais dire, c'est souvent comme ça. Et donc là, on voit les différentes composantes qui sont les fréquences propres, puisque après l'attaque, donc je répète, on est en oscillation libre, après l'attaque, ce que j'entends, c'est uniquement les fréquences propres de la guitare, propres à la guitare. Okay ? Si je fais un zoom sur le début du son, on va voir des choses intéressantes. On va voir qu'on a des fréquences qui sont quasiment harmoniques. Hein, vous voyez, c'est équidistant. Et ça, c'est les fréquences qui sont celles des cordes. Par contre, on voit aussi d'autres fréquences, surtout au moment de l'attaque. Et ça, c'est les fréquences propres de la caisse de résonance, et de la table d'harmonie en particulier. Alors vous allez me dire, comment ça se fait qu'on puisse dire qu'il y a des modes propres des cordes et des modes propres de la caisse de résonance, alors qu'en fait, ce qu'on entend, de toute façon, c'est les modes propres de la guitare dans son ensemble. On a affaire à ce qu'on appelle des systèmes couplés, et il y a certains modes qui sont plutôt des modes qui vont faire bouger la corde, et d'autres modes qui vont faire plutôt bouger la caisse de résonance. Mais en fait, les modes, c'est bien toujours les modes de l'ensemble de l'instrument. Simplement, la corde joue un rôle très important, ce qui est évident pour un guitariste, je pense. Et donc, ce qu'on voit, au bout d'un certain temps, ce qu'on va voir essentiellement, c'est les modes qui sont des modes principalement de cordes. Alors, je peux vous faire entendre ce que donne la simulation d'un son comme ça. Bon, désolé, ce n'était pas au même niveau. Mais donc, vous voyez, on est capable quand même de... Alors ça, la simulation a été faite, on additionne donc on n'additionne pas des harmoniques, ce qu'on fait c'est qu'on imite le mouvement de la corde du doigt sur la corde, on imite la vibration de la corde et de la caisse d'harmonie et la caisse de résonance et on obtient ça. Alors donc il y a beaucoup de couplages effectivement qui sont assez intéressants, le physicien il aime bien les systèmes couplés. Mais donc il y a le couplage corde-table. Pour une timbale ou un certain nombre d'instruments à percussion, vous avez un couplage entre la membrane et la cavité d'air qui est en dessous, sans parler du couplage avec l'air extérieur, j'ai déjà dit que c'était très faible. Et donc ces couplages ont, par exemple, si la corde était entre la corde rigidement fixée et la corde fixée sur la caisse de résonance, les fréquences ne sont pas exactement les mêmes. Donc la caisse de résonance a quand même une influence sur les modes de corde. Et comme les modes de corde, c'est surtout ceux que nous avons vus, qu'on entend au bout d'un certain temps, ils ont un rôle très important pour déterminer la hauteur du son par l'oreille. Alors, on va continuer. Alors, un autre type de couplage. Je vais le faire réentendre. Donc, il s'agit d'une harpe. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle le... Je vais y arriver. Il y a une des cordes, qui est une corde rouge, qui va être attaquée, celle-ci, et vous pouvez voir que la corde qui est à l'octave et la corde qui est à la fréquence triple vont se mettre en vibration
via la caisse de résonance de la harpe. Hein. Donc ça, c'est un mécanisme classique. Et pourquoi est-ce que c'est plutôt la corde qui est à la fréquence double et à la fréquence triple qui vibre? C'est parce que dans les modes propres de la corde qui a été excitée, on a comme composante principale ces fréquences-là. C'est ce qu'on appelle, oui, les vibrations par sympathie, qui sont, vous savez, quand vous attaquez une corde de piano, vous avez même tendance là, à faire entendre toutes les cordes à la fois, avec une seule corde. Alors ça ne s'entend pas, on n'arrive pas à l'analyser à l'oreille, mais ça fait partie de la sonorité du piano. Voilà des exemples de ce qu'on peut voir sur une timbale. Donc on a, je m'y perds, donc on va le remontrer de toute façon. Donc la maillotche a été, voilà, on a tapé ici, on voit sur la membrane l'évolution donc de la vibration, et on voit aussi la pression à l'intérieur. C'est ce que vous voyez ici, c'est la pression acoustique à l'intérieur, la pression de l'air, donc qui vibre plus ou moins. Donc ça, c'est évidemment le résultat de simulation. L'intérêt de la simulation numérique, c'est que vous pouvez savoir tout ce qui se passe, alors qu'expérimentalement, on peut faire aussi beaucoup de choses, mais c'est un peu plus compliqué d'aller fouiller dans des endroits où on ne voit pas grand-chose. Voilà un autre exemple de il y a un peu de couplage encore entre le marteau et la corde de piano, ça c'est le piano, parce que donc, quand le marteau vient attaquer la corde ici, ça va créer au départ deux ondes qui partent de chaque côté, et quand elles vont revenir, parce qu'elles reviennent depuis le chevalet par exemple, c'est elles qui vont repousser le marteau. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et donc là, pour le piano, j'ai parlé de l'excitation et ensuite du son en oscillation libre. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que l'excitation, finalement, dure assez. Il y a un couplage entre l'excitation et la corde qui peut durer assez longtemps. Oui, donc ça, c'est à peu près ce que je viens de dire. Alors, un élément très important maintenant du fonctionnement d'un instrument, c'est ce qui a un rapport avec la façon dont on perçoit, et notamment dont on perçoit la hauteur. Donc là, on peut parler un peu de l'oreille. L'oreille, quand on a un son parfaitement périodique, dont les composantes sont parfaitement... Alors je vais revenir sur le son périodique tout à l'heure, mais quand les fréquences propres sont bien harmoniques les unes avec les autres, on a une impression très nette de perception de la hauteur. Bon, un instrument qui a des fréquences propres très harmoniques, c'est la guitare, par exemple. C'est aussi le clavecin pour les instruments à cordes. Et on a une perception de la hauteur extrêmement précise. Par contre, le piano, ça c'est une chose intéressante, le piano, il a des fréquences propres qui sont légèrement inharmoniques, mais pas de façon négligeable, puisque entre le milieu et le haut du piano, les cordes sont... donc il y a 4 octaves à peu près, et sur 4 octaves, il y a un décalage d'un demi-ton. Un demi-ton, pour les musiciens, ça veut dire quelque chose, pour ceux qui ne sont pas musiciens, c'est 6%. Voilà. Et ce demi-ton fait vraiment partie de la sonorité du piano. C'est à cause de lui que le piano a un peu un son de percussion. On va voir ensuite les instruments de percussion, eux, peuvent avoir des fréquences propres très inharmoniques. Et alors pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les cordes de piano sont des cordes qui ont une certaine raideur, parce que c'est des cordes beaucoup plus épaisses que celles de la guitare, par exemple. Et cette raideur provoque, justement, l'inharmonicité des fréquences propres. Et pour qu'on n'ait pas l'impression désagréable de fréquences qui se bataillent entre elles, donc quand une corde donnée donne un son de 100 Hz et puis un son de 205, si vous voulez, au lieu de 200, et la troisième 310 au lieu de 300, ce qui est bien, c'est que les cordes qui donnent comme fondamentale, comme première fréquence propre, plutôt que 200, donne aussi 205 et puis 310, etc. C'est ça la raison pour laquelle on accorde le piano en
tenant compte donc, de cette propriété physique des cordes. Et la sonorité particulière du piano, c'est justement donc on a des sons qui sont un peu percussifs. Ce qu'on voit ici, c'est l'inharmonicité justement des cordes de guitare selon quels sont les différents matériaux et donc en fonction donc du numéro de la corde. Et on voit donc que selon le type de corde, on a des résultats qui sont différents. Donc, on voit écrit ici ce que je viens de dire. Alors, bien sûr, les sons entretenus, on va le voir, sont, eux, quasiment périodiques, donc leurs composantes sont obligatoirement harmoniques, et forcément, c'est des sons, que ce soit une flûte ou un violon, dont l'oreille perçoit très bien la hauteur. Par contre, donc, au fur et à mesure qu'on arrive vers les instruments très inharmoniques, l'oreille perçoit de moins en moins bien la hauteur. Et il y a des paradoxes, par exemple, avec les sons de cloche. Les sons de cloche ont par exemple deux fréquences propres très très importantes, et la cloche à côté, elle va avoir deux fréquences propres très importantes aussi, mais différentes. Et selon que l'oreille s'intéresse plus à la fréquence propre la plus grave ou la plus aiguë, il y a des gens qui vont dire, ben ça, entre les deux, le son a monté, et d'autres vont dire, au contraire, le son a descendu. Donc ça, c'est lié à l'inharmonicité. Je regarde l'heure. Parfait. Alors, donc, jusqu'à présent, j'ai parlé du piano, j'ai parlé de la guitare, du clavecin, des timbales, voilà. Et j'ai dit au début qu'il s'agissait de fonctionnement linéaire. Alors, c'est vrai aussi pour ce genre d'instrument, à condition de ne pas taper trop fort. Donc ça, c'est un gong. Et donc ça, le fonctionnement va être à peu près comme celui que j'ai décrit avant, avec un certain nombre de fréquences propres qui vont s'atténuer plus ou moins rapidement. Vous avez encore entendu là que les sons graves durent longtemps. Par contre, si je commence à taper plus fort, c'est évident qu'il y a des sons aigus qu'il n'y avait pas sur le premier son, vous êtes d'accord? Et ça, donc, c'est la preuve qu'il y a une non-linéarité quelque part, puisqu'on n'a pas simplement multiplié le premier son pour obtenir le second. Et donc là, les non-linéarités font que les modes, au lieu de se superposer simplement, se couplent, et on va voir qu'ils peuvent apparaître, disparaître, etc. Avec le temps. C'est encore plus net si je joue maintenant un son fort. Alors donc les physiciens sont heureux avec ça, parce que les systèmes non linéaires, ils aiment bien, parce que les systèmes linéaires, vous comprenez, c'est trop simple. Hein, alors voilà, donc ils s'amusent bien avec ça. Mais donc effectivement, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites et qui montrent l'intérêt de ces instruments. Et ça m'amène aux auto-oscillations, donc aux instruments auto-oscillants, qui sont aussi des instruments à fonctionnement non linéaire. Alors, je vais vous en convaincre, et vous allez, je pense, très bien comprendre pourquoi c'est non linéaire. Quand je joue avec un archet sur une corde de violon, je déplace l'archet le long de la corde de violon, l'excitation que je produis est une grandeur qui varie de façon continue, mais ce n'est pas une grandeur qui oscille. Je n'ai pas besoin de faire ça pendant 100 fois par seconde avec mon archet pour obtenir un son de 100 Hz, puisque le Hz, c'est l'inverse de la seconde. D'accord ? Donc j'ai une fréquence qui est une fréquence zéro, ça s'appelle, et elle produit des sons. Parce que ça, le son du violon, tout le monde l'a entendu. C'est la même chose avec une clarinette. Vous n'êtes pas obligé de souffler et d'aspirer 100 fois par seconde pour faire un son de 100 Hz. Ce que vous faites, c'est que vous mettez une surpression dans votre bouche, qui est statique, qui ne bouge pas, et il y a un système non linéaire qui va transformer cette surpression statique en oscillation. D'accord ? Ça, c'est donc le cas ce qu'on appelle les auto-oscillations. C'est la transformation d'une fréquence nulle, on peut dire, en fréquence non nulle, fréquence oscillante, enfin, donc d'un système qui oscille. Donc là aussi, donc, on est dans le non linéaire, simplement par rapport au gong, le gong est parti avec certaines fréquences qui ne sont pas nulles et qui ont été transformées en d'autres. Là, on parle de fréquence nulle et on arrive à des fréquences. Alors, il y a 3 catégories et pas plus de ces instruments auto-oscillants. Il y a les instruments frottés, donc j'ai parlé des violons,
mais il y a aussi les scies, la scie musicale. Je ne sais pas si vous prenez un archet, on voit ça quelquefois dans le métro à Paris. Donc vous prenez une scie et vous passez un archet dessus. Et en modifiant la forme de la scie, vous pouvez faire des mélodies. Il y a des gens très forts avec ça. Il y a aussi les tiges de verre. Hein, si vous prenez une tige de verre, vous avez les doigts mouillés, vous les passez le long de la tige de verre, vous allez obtenir aussi un son. Voilà. Alors du point de vue physique, je dis tout de suite que les effets du frottement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Par exemple, sur un violon, on a montré que, c'est pas moi, hein, mais les collègues qui ont travaillé là-dessus, ils ont montré que l'archet vient frotter les cordes. On a mis de la colophane sur l'archet pour que ça accroche sur la corde. Et dans le courant d'une période du son, la colophane fond et se refroidit. Donc il y a des phénomènes physiques très compliqués pour comprendre vraiment ce qui se passe profondément. Donc la deuxième catégorie, c'est les instruments à hanches. Alors les instruments à hanches, il y en a un que j'utilise là depuis que j'ai commencé ma conférence, c'est ma voix, c'est un instrument à hanches, parce que j'ai des espèces de lèvres qui s'appellent les cordes vocales, avec lesquelles donc je produis des sons. Et ça, donc, c'est aussi des auto-oscillations, parce que la source d'énergie, c'est la pression qui est dans mes poumons. D'accord ? Mais c'est aussi tous les instruments, comme les cuivres. Alors les cuivres, les cordes vocales, là, pour le coup, ce sont donc les lèvres de l'instrumentiste qui viennent se coupler avec un tuyau. Et puis, il y a les clarinettes, les saxophones, hautbois, bassons, cornemuse, tout ce que vous voudrez. Et également les accordéons, harmonium, etc. Tout ça sont des instruments qui sont à vent, mais avec une partie mécanique mobile, qu'on appelle une hanche. Hein, alors, l'hanche, elle peut être en roseau, c'est le cas des clarinettes. Elle peut être en tissu humain, c'est le cas des trompettes. Voilà. Mais il y a toujours un effet valve, et la valve, c'est un élément mécanique qui bouge. Alors que dans la troisième catégorie, qui est la catégorie des flûtes, il n'y a aucun élément mécanique mobile, c'est seulement l'air qui fait le son. Et donc, ce qui se passe donc, quand on souffle dans la flûte, il y a un jet d'air qui va sortir d'un canal et qui va devenir instable et se coupler avec l'onde acoustique qui va s'établir dans le tuyau. Bon, je peux vous montrer, ça fait un son, hein, mais vous l'aviez peut-être déjà entendu. Voilà. Donc là-dedans, il n'y a pas de partie mobile. Donc c'est vraiment trois catégories qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, dont les modèles sont plus ou moins simples. Donc, en résumé, une excitation continue, c'est-à-dire lentement variable, ça, on va insister sur ce point, c'est que pour qu'il y ait de la musique, il ne faut surtout pas que l'excitation soit parfaitement stable. Le musicien modifie ses paramètres de jeu pour s'exprimer. Hein, ça, c'est fondamental. Entendre des sons parfaitement stables, ça n'a absolument rien de musical, c'est extrêmement pénible à entendre. Et donc, cette excitation produit un son qui est une variation rapide, et c'est lié à la non-linéarité. Donc il y a une nette distinction entre les oscillations libres et les auto-oscillations. Je ne connais pas beaucoup d'intermédiaires. Hein. Les oscillations libres, qu'elles soient linéaires ou non linéaires, c'est une chose, et les auto-oscillations, c'en est une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les modes sur un instrument comme ça? Alors, les modes, sur un instrument comme ça, c'est un peu comme sur une corde. Hein, vous avez différentes formes modales qui correspondent aux différentes fréquences propres. Et quel rapport avec les auto-oscillations? C'est qu'on peut obtenir plusieurs régimes, mais ces régimes couplent toujours des modes. Par exemple, là, donc je peux obtenir avec ce doigté-là, donc ces deux notes-là, je n'ai pas changé de doigté, donc c'est la même configuration de tuyau. Et ce que je fais quand je produis cette auto-oscillation, c'est que je couple les modes. On a affaire à un système non linéaire, donc comme pour les gongs, là aussi, on couple les modes. Alors les fréquences de jeu sont très proches des fréquences propres. Effectivement, les deux notes que vous avez entendues, c'est surtout vrai pour une flûte, les deux notes que vous avez entendues correspondent à peu près aux deux premières fréquences propres, mais à peu près seulement parce que les autres fréquences propres, puisqu'il y a un couplage, les autres fréquences propres interviennent aussi sur la fréquence de jeu. Après un transitoire, donc, on obtient un son qui est quasi périodique, on va en voir des exemples,
Et le son, s'il est bien stable, donc là, on a un son qui est vraiment périodique et qui est donc un son périodique. C'est la base, les physiciens savent ça depuis Fourier. Donc il a un contenu de fréquences qui sont parfaitement harmoniques. Donc là, je réinsiste sur je boucle sur ce que j'ai dit au début. Les composantes du son que je viens de faire, comme il est parfaitement périodique, sont parfaitement harmoniques, alors que les fréquences propres de ma flûte à bec ne le sont pas. Parce que la flûte à bec a été faite, quand même, on s'est arrangé pour qu'elle ne soit pas très loin des fréquences, on soit pas très loin des fréquences propres, mais elles n'ont pas de raison d'être strictement harmoniques. Et d'ailleurs, je vais vous en convaincre en disant que alors c'est vrai surtout pour les cuivres, mais pour les cuivres, donc, parce que là j'ai fait que deux sons là, avec ma flûte, avec ce doté-là je ne peux pas en faire plus. Sur une trompette, je peux en faire une dizaine, simplement en modifiant l'excitation, sur un corps, une vingtaine. Et donc les différents régimes correspondent plus ou moins aux fréquences propres de l'instrument, aux différentes fréquences propres de l'instrument. Quand ces différentes fréquences propres sont dans un rapport 1, 2, 3, 4, si elles sont, on s'est arrangé pour qu'elles ne soient pas trop mal harmoniques, mais quand on arrive dans les aigus, on est très loin de la gamme tempérée. Par conséquent, on a fait un instrument. Alors, oui, donc là, je vais essayer d'expliquer correctement ce paradoxe. Pour que votre instrument fonctionne au mieux, on a intérêt à ce que les fréquences propres soient assez bien harmoniques. Alors c'est pour ça qu'il y a souvent cette confusion entre les fréquences propres et les harmoniques du son qui est produit. C'est parce qu'effectivement, on fait en sorte que les fréquences propres soient quand même, je vais dire, le plus harmonique possible. Mais si vous faites ça, ensuite, quand vous allez faire des sons dans des régimes qui vont correspondre à ces différentes fréquences propres, eh bien, vous allez avoir une gamme qui ne correspondra pas à la gamme tempérée, mais plutôt à la gamme naturelle. Et donc, dans l'aigu, ça sera faux. Mais l'avantage, par contre, c'est que les sons sont plus faciles à jouer, en particulier si vous voulez jouer forte, les sons seront plus faciles à jouer. Donc, il va falloir trouver un compromis entre la facilité de jeu, on va dire, d'un côté, et puis la justesse. Donc ça, c'est lié au fait que les différentes fréquences interviennent donc dans la production de ces régimes. Alors, maintenant, dans les auto-oscillations, on a vu tout à l'heure que l'amortissement du système physique intervenait fortement dans la durée du son. Il est évident que là, ce n'est pas le cas. La durée du son, c'est lié au temps que la durée de l'excitation. Il y a comme ça dans le Quatuor pour la fin du temps de Messiaen une note de clarinette qui est tenue pendant 3 minutes. Donc ça c'est clair, l'amortissement de la clarinette, il y en a pourtant, mais n'a rien à voir. Ça veut dire que le musicien, avec son souffle, compense la dissipation qui existe évidemment, puisque tout système physique est le siège de dissipation. Mais par contre, l'amortissement, là, il intervient très fortement dans les seuils d'oscillation. Et c'est assez facile à comprendre. Plus on va avoir un système dissipatif, et plus il faudra souffler fort pour compenser la dissipation. Plus il faudra apporter d'énergie pour compenser la dissipation. Merci. Voilà. Alors, le titre, qu'est-ce qu'il y a de commun entre une flûte et une trompette? Je crois que c'était ça qui était marqué aujourd'hui. Alors, je vais en tout cas vous dire qu'est-ce qu'il y a de commun entre un violon et un saxophone. Donc, on a montré récemment qu'il y avait des choses communes, ce qu'on appelle le mouvement de Helmholtz. Le mouvement de Helmholtz, c'est un mouvement que Helmholtz a trouvé avec un système expérimental très ingénieux. Helmholtz est un physicien allemand et médecin allemand du XIXe siècle, très ingénieux, qui a permis de montrer la forme de la corde quand on joue normalement du violon. Donc voilà, pardon, ce n'est pas la forme de la corde, c'est la forme du mouvement d'un point de la corde. Et ce qu'on peut montrer, c'est que quand on est ici, ça correspond au fait que l'archet tire la corde, et quand on est au contraire dans le creux, ça correspond au fait que la corde est revenue à glisser le long de l'archet. Vous voyez comment ça se passe. L'archet tire la corde, et puis au bout d'un moment, le frottement est tellement... la force de rappel est tellement forte que ça va compenser le frottement, et donc la corde va glisser sur l'archet, et puis au bout d'un moment, il va reprendre la corde, etc. Et donc ça va faire un son périodique, comme je le disais. Et de l'autre côté, sur un instrument comme le saxophone,
Alors, je n'expliquerai pas tous les détails, mais on a un phénomène du même genre. Non, je ne montrerai pas, ça ne fait rien. Donc, sur un saxophone, c'est comme sur une clarinette, il y a une anche en roseau qui vient obturer régulièrement le bec, donc qui est à l'entrée de l'instrument. Les lèvres de l'instrumentiste contrôlent le bec d'un côté, pardon, l'anche avec la lèvre inférieure et le bec avec la lèvre supérieure. Et ce qui se passe, c'est que donc l'anche vient régulièrement fermer le bec comme ça. Et ce que vous pouvez voir, c'est le résultat de la pression acoustique ici dans le bec du saxophone. Et on a pu montrer qu'il y avait un palier où l'anche était ouverte et un autre palier où l'anche, au contraire, était fermée. Et donc, vous voyez, il y a et alors, donc là, ça s'explique bien. On peut faire une analogie entre la pression dans la bouche et la vitesse de l'archet, la pression dans la bouche du saxophoniste, qui est l'excitation, l'apport d'énergie, et puis le mouvement de l'archet du violoniste. Et on peut montrer aussi que le paramètre qui correspond à l'ouverture de l'anche au repos, que l'instrumentiste contrôle avec ses lèvres, correspond à la force d'appui de l'archet sur la corde. Alors ça ne va pas très très loin tout ce que je dis, parce que c'est amusant pour le physicien, mais un instrumentiste fait tout à fait la distinction entre un saxophone et un violon. Alors cette distinction, elle est en particulier évidente quand on s'intéresse au transitoire. Donc avant d'attaquer le son, il y a un transitoire, et le transitoire joue un rôle sur tous les instruments très important pour la reconnaissance du son. Donc là, il y a un beau schéma qui explique ce que je viens de dire. Donc d'analogie entre les anches et les cordes frottées. Alors, maintenant, je vais présenter l'ordre de mon exposé, pas forcément, est discutable, mais ça m'a paru intéressant ici, plutôt que de continuer à expliquer des choses, vous faire entendre des sons, et en particulier des sons de synthèse. On en a déjà entendu tout à l'heure pour la guitare, donc là, ce qu'on va entendre, c'est des sons d'instruments avant. Alors l'intérêt de ce que je vais vous faire entendre, je crois, c'est que c'est donc la synthèse par modèle physique. La synthèse par modèle physique, donc c'est elle qui part de la cause et qui calcule le résultat. Donc sur un saxophone, on part de la pression dans la bouche, on calcule l'écoulement d'air qui va rentrer dans l'instrument, on calcule l'anche qui va se mettre à vibrer à cause de l'écoulement d'air, et on calcule les ondes qui se propagent dans le tuyau et qui se réfléchissent au bout. Et avec cette synthèse par modèle physique, donc on peut faire des sons. Alors je pourrais vous faire entendre un son en ayant donné toutes les valeurs des paramètres, y compris pendant le transitoire. Mais il y a une chose qu'on peut faire encore mieux, c'est contrôler ce son en temps réel. Si le calcul est fait assez vite, ben vous utilisez un contrôleur de souffle comme celui qui est ici, qui est un faux instrument avant, puisque tout ce qu'il y a, il a ici une pseudo-hanche avec un capteur de force dessus, et un capteur de pression dans la bouche. Et donc, pour imiter la longueur du tuyau, il y a des espèces de touches là, mais il n'y a pas du tout d'air qui vibre dedans. Tout ce qui se passe là, c'est envoyé à l'ordinateur en temps réel, et l'ordinateur calcule ce que je vous ai expliqué, le mouvement de l'anche, l'air qui rentre dans le tuyau, l'onde acoustique qui se promène dans le tuyau, etc. Et donc, ce type de synthèse donne des résultats qui sont assez intéressants, mais en fait, le physicien n'a pas forcément beaucoup à s'enorgueillir de ça, parce que même si on prend un modèle assez pauvre, c'est-à-dire qui imite mal un vrai instrument, le fait qu'on puisse en jouer en temps réel fait qu'on peut s'exprimer musicalement, et ça donne automatiquement un réalisme intéressant. Alors je vais vous faire entendre justement dans quelques exemples. Donc ça, c'est des sons qui ont été faits par mon collègue Philippe Guillemin à Marseille. Donc ça, c'était une clarinette basse, un saxophone baryton. Donc là, il s'est amusé à jouer comme un débutant, en exagérant l'effet de la résonance de l'anche elle-même. La résonance de l'anche elle-même, c'est celle qui est responsable des canards, que les clarinettistes et saxophonistes connaissent bien, et surtout les débutants.
Et donc là, il s'est amusé à l'exagérer en modifiant les paramètres sur l'ordinateur au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est qu'il contrôlait le son en temps réel, donc, et il jouait vraiment de cet instrument. Alors, il y en a encore des sons, là, je peux vous faire entendre, il y a un saxophone ténor, là. Bon, je vais couper le saxophone ténor et on va écouter un peu de trompette. C'est un peu fort. Voilà, donc quelques exemples. Donc justement, je reviens sur les types de synthèse. Donc il y a la première type de synthèse qui est évident, c'est d'enregistrer des tas de sons et puis de les rejouer. C'est quelque chose qui marche à peu près bien pour les orgues, par exemple. Donc ça, c'est assez trivial. Il y a une autre façon de faire, c'est de synthétiser le signal lui-même, c'est-à-dire le résultat sonore, la forme d'onde de la pression qui arrive à nos oreilles. Alors il y a un intérêt, c'est que ça correspond directement à ce qu'on entend. Donc si on modifie, on sait exactement ce que l'oreille va entendre. Par contre, c'est très difficile à contrôler parce qu'on n'est pas habitué à ça. Les instruments de musique, naturellement, ne contrôlent pas le son par le résultat, mais bien par la cause. Ça, il n'y a aucun doute. C'est bien ça l'apprentissage de l'instrument. Et la synthèse par modèle physique, dont on vient voir un exemple. Synthèse par modèle physique qui a l'avantage donc de ce réalisme, mais le réalisme peut aller aussi très loin et faire en sorte qu'il faut apprendre à en jouer de la même façon qu'un vrai instrument. Cela étant, je précise bien que l'objectif de ces synthétiseurs n'est pas forcément d'imiter un instrument, c'est plutôt d'essayer de s'en évader. Notamment, tous les synthétiseurs qui utilisent plutôt la synthèse du signal sont utilisés pour faire bien autre chose que imiter une guitare ou une clarinette. Je ne me rends pas compte de l'heure. Bah, si, il est peut-être temps que j'aille vers une conclusion. Oui, j'aurais pu... Oui, il me semble que les 3 quarts d'heure sont passés, là. Oui, donc voilà. Bon, ben, j'aurais pu montrer des choses intéressantes là. Je vais juste terminer sur une particularité des cuivres. C'est la possibilité qu'ils ont qu'il y a des ondes de choc qui soient créées quand on joue fort, sur une trompette ou sur un trombone. Quand on joue fort, il y a une onde de choc qui se propage, un peu comme l'onde de choc produite par un banc d'avions à réaction. Et ça vient du fait que le tuyau est suffisamment long pour que le couplage entre des effets non linéaires, là encore, excusez-moi ces gros mots, et la dissipation fait que le front d'onde devienne au lieu d'avoir un front d'onde qui est bien sinusoïdal, il va devenir de plus en plus raide et ça va produire énormément d'harmoniques aiguës. Alors on peut en entendre un exemple, là c'est encore de la synthèse par modèle physique. Excusez-moi, on vient de l'entendre, donc c'est une erreur de ma part. Mais donc là c'est la fin du son, c'est avec cet effet de... C'est avec cet effet de non-linéarité. Bon, écoutez, donc j'avais encore un joli film sur la flûte. Je vais arriver aux conclusions, simplement. Donc, ce qui permet de distinguer un instrument d'un autre à hauteur et intensité égale, c'est donc le mécanisme d'excitation, le spectre et l'enveloppe temporelle, la montée, la durée, l'extinction. Et ça, effectivement, selon le type de fonctionnement, ça va se présenter de façon extrêmement différente. Des questions en suspens qui sont très étudiées en ce moment, c'est la prise en compte de l'instrumentiste, donc du couplage instrumentiste-instrument. Comment fait l'instrumentiste, par exemple, pour jouer juste, tout simplement, par exemple, sur une flûte, par exemple. Donc, comment est-ce qu'il adapte ces modes de jeu. Comment faire pour faire des modèles plus complets. Parce que ce que vous avez entendu, là, je ne suis pas du tout rentré dans la mécanique du modèle physique, mais c'est d'une simplicité absolument extraordinaire. Et malgré ça, le résultat, donc, comme je le disais, est assez compliqué.
Mais quand on veut vraiment imiter ce qui se passe, par exemple, le jet d'air d'une flûte, je vais quand même. Vous me laissez une minute de plus? On est passé dessus tout à l'heure, j'aurais dû vous le montrer quand même. Voilà. Voilà. Voilà l'effet donc d'un jet. Le jet qui sort du canal de la flûte à bec, ou qui sort de la bouche du flûtiste qui joue de la flûte traversière, hein, c'est la même chose, et qui arrive sur un biseau. Et donc ça provoque, comme vous le voyez ici, des allées de tourbillon. Et le système, alors là c'est un système particulier, mais donc le jet au début oscille de part et d'autre du biseau. Donc ce genre de phénomène-là, qui existe aussi sur les clarinettes, parce qu'il y a aussi des écoulements d'air sur les clarinettes ou les trompettes, si vous couplez ça avec les matériaux qui sont très inhomogènes comme le roseau, qui sont sensibles à l'hygrométrie, disons si on veut vraiment rentrer dans le détail pour bien comprendre et bien représenter les phénomènes physiques, il y a du travail encore pour très très longtemps. Mais vous avez pu voir, donc en simplifiant, ça sera ma conclusion, voilà les belles images, en simplifiant énormément les modèles, on arrive quand même à avoir des sons qui sont, je pense, réalistes, et ils sont réalistes parce qu'ils sont contrôlés en temps réel. Je vais peut-être m'arrêter là. Et j'ai été plus long sur certaines choses que je n'imaginais. Voilà, excusez-moi.